Bonsoir. Très cordial bienvenue. Je suis très content que vous soyez là. Nous avons une bonne centaine d'inscrits, une bonne 80-90 de personnes, me dit-on ici. D'autres se sont peut-être perdus sous la mauvaise météo ou avec les multiples obligations avant Noël. Ça me fait particulièrement plaisir qu'on voit peu de masques, donc j'en déduis qu'on est un peu sorti du Covid, ça on savait, mais que vous allez bien. Merci d'être là. La soirée est dédiée à la question de la culture d'entreprise. C'est un des axes de notre plan stratégique, mais on ne va pas discuter de notre plan stratégique ce soir, on va discuter de la culture d'entreprise. C'est quoi, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas, et comment surtout cultiver notre culture pour qu'elle soit bonne. Je suis donc Christian Meucli pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, et j'ai le plaisir de diriger cet hôpital. La culture d'entreprise est souvent définie comme l'ADN d'une structure. Donc finalement, ce qui nous distingue, ce qui nous rend particuliers. Et cet ADN est fait de valeurs, de convictions, voire d'appropriation de ces valeurs, donc de convictions. Elle est basée sur notre mission aussi. Et elle est finalement ce qui donne sens à notre manière d'être là. Et quand on dit sens, il y a 3 significations à sens. Le mot sens renvoie à des sensations, à des directions et à une signification. Et quand on dit sensation, on quitte peut-être déjà un peu la rationalité ou la logique très rationnelle, on s'approche des émotions. J'imagine qu'on verra ce soir que la culture d'entreprise est aussi et pour beaucoup faite d'émotions que nous avons chacun et ensemble. Ensemble parce que c'est une question d'appartenance. J'ai trouvé une définition de la culture d'entreprise que j'aime bien, qui dit finalement la culture commence là où finit le règlement. Donc une fois que le règlement ne s'applique pas, qu'est-ce qui reste? Il reste notre manière de faire, notre manière d'être. Très concrètement, est-ce qu'on discute quelque chose ou surtout pas? Est-ce qu'on prend des risques? Lesquels? Jusqu'où? Est-ce qu'on met un conflit sur la table ou est-ce qu'on essaye de chercher un tapis pour le mettre dessous? C'est ce qui nous caractérise, c'est notre manière d'être là. Il y a bien sûr des cultures d'entreprise, des archétypes de cultures d'entreprise très différentes, très hiérarchiques, très plates, très orientées sur l'excellence. Et on dit souvent, ça c'est une culture de start-up. Il y a des cultures plus paternalistes, des cultures plus administratives. C'est rarement une seule, c'est souvent un peu de tout. Ce qui me paraît important, c'est que si nous voulons, et à mon sens nous devons vouloir, si nous voulons travailler avec cette culture et faire en sorte qu'elle nous porte, qu'elle nous amène plus loin, il faut que nous la définissions ensemble, que nous puissions la saisir et à ce moment-là pousser dans le bon sens. La prétention de ce soir, c'est pas du tout de sortir d'ici en disant « Ah oui, j'ai compris, à chercher la culture, c'est exactement ceci et cela ». C'est beaucoup trop complexe. Le but de ce soir, c'est de nous laisser divaguer dans les idées et de nous laisser porter par des provocations ou des soutiens de pensée de M. Efliger, et ensuite de rentrer à la maison avec quelques idées de comment est-ce qu'on pourrait faire à partir de là dans notre culture d'entreprise. Nous tous, quand on travaille à HRC ou n'importe où ailleurs, vous avez une culture d'entreprise. Ça, c'est donc le but de ce soir. Je vais pour le moment introduire M. Efliger, qui est psychosociologue, membre de la direction de Vicario Consulting. Il a une longue carrière comme DRH et une longue carrière de consultant aussi, DRH dans des domaines internationaux et du côté consulting, notamment à KPMG. Il est chargé de cours universitaires et il a un certain nombre de provocations, j'utilise pour la 2e fois ce mot, à nous amener. Monsieur Efliger, c'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, peut-être puis-je demander à monsieur Meucli de me restituer la petite zapette qu'il vient de confisquer pour mettre le conférencier en péril. Merci beaucoup.
Donc, c'est un plaisir pour moi de partager quelques idées disruptives sur la culture d'entreprise. Il m'a été demandé en réalité de tirer un feu nourri sur cette thématique qui est un grand poncif de la culture managériale. Et cela plairait forcément à Winston Churchill qui disait lui-même « Lorsque j'entends le mot culture, j'ai envie de sortir mon revolver ». Et sachez que je partage ce soir en réalité le même énervement que l'homme d'État britannique pour plusieurs raisons. Il me semble tout d'abord un peu futile et presque indélicat de pérorer sur la culture d'entreprise alors qu'à 2 heures d'avion d'ici, à Kiev, à Mariupol ou encore à Louhansk, des populations entières sont en proie à des bombes et à du froid. Mais figurez-vous que cette semaine, c'est Ronaldo, le joueur de foot, qui a tempéré mes ardeurs critiques. Peut-être l'avez-vous vu quitter le stade du Qatar, en larmes après l'élimination du Portugal par le Maroc. Voilà donc un homme successful, qui a tout réussi. Il est milliardaire, il a connu tous les succès, toutes les gloires. Il est considéré comme un rôle modèle par des millions de supporters. Voilà que cet homme pleure sur son destin sportif. Il sait, malgré son succès total et planétaire, que la danse est finie pour lui et qu'il redeviendra malgré lui un homme ordinaire, c'est-à-dire un vulgus pecum. Il nous montre bien, Ronaldo, que les êtres humains investissent davantage que du temps, des compétences, des diplômes, des succès, de l'argent dans leur vie professionnelle. Les travailleurs modernes, c'est-à-dire vous et nous, mobilisons dans nos carrières des rêves, des désirs. Monsieur Meucli parlait tout à l'heure d'émotions, des espoirs, des sentiments qui sont au cœur de notre engagement professionnel. C'est le psychanalyste Eugène Henriquez qui montre bien que les individus s'engagent à la vie et à la mort dans les organisations, dans l'exercice de leur profession. Ils investissent beaucoup plus que des compétences et des diplômes. Ils investissent un travail et ce travail colonise tous les spectres émotionnels, de la joie, de l'angoisse, du plaisir, du désir, des rêves, de l'ambition, de la réalisation de soi aussi, parfois des blocages, des impasses, des burn-out, des casses. Au cœur de ce cheminement, la pulsion aussi de bien faire, de ne pas décevoir, de laisser une trace pour certains, de trouver dans tous les cas du sens à sa vie et du sens à celle des autres. C'est pour cela que, en tant que citoyen, dans cette introduction, je souhaite transmettre un message positif d'encouragement à tout le personnel hospitalier d'Orena, toutes fonctions ici confondues. Vous avez vous-même vécu une crise économique et financière, vous avez vécu des fusions de plusieurs hôpitaux, un déménagement, des tensions politiques, vous avez été sous le feu nourri des médias, le tout sur un fond de Covid. Sans compter que si l'on prend le drone et que l'on monte un peu plus haut, qu'on prend de la perspective, sans compter que depuis 30 ans, l'hôpital est une institution un peu particulière qui est prise en otage par sa propre histoire. Et dans ce même temps, c'est l'endroit où chacun d'entre nous a vu naître ses enfants, ses parents mourir, son corps se réparer ou se dégrader. C'est donc un lieu éminemment symbolique, avec une puissante charge émotionnelle qui façonne certainement la culture institutionnelle. Donc pour vous, collaborateurs hospitaliers, merci de l'accueil que vous réservez à cette réflexion sur la culture d'entreprise, car vous le verrez, cette thématique est au cœur de votre propre histoire. Comme Churchill l'a rappelé, le mot culture est délicat à manier, car il est polymorphe. Il conviendra donc de faire un peu le ménage et de dégager des définitions concrètes. Et pour ce faire, je mobiliserai des expériences de terrain, des expériences de DRH et probablement aussi des expériences de consultants. Un mot sur mon activité professionnelle. Je suis associé aujourd'hui au sein du cabinet Vicario. Nous sommes spécialisés en ressources humaines et en organisation. Concrètement, cela signifie que pour des clients, nous les assistons sur le plan du recrutement avec des assessment centers. Nous faisons aussi de l'accompagnement au changement en mettant en œuvre, par exemple, des audits organisationnels. Et puis, nous essayons de promouvoir la santé en entreprise
notamment sous l'angle de la gestion des risques psychosociaux, en mettant en œuvre, par exemple, des enquêtes de climat interne. Nous sommes présents sur cette ville de Suisse, et je salue ici la présence de mon confrère tessinois Fiorenzo Bettoni. Je précise enfin que si je suis un provocateur, je ne suis pas un gourou et que je suis là pour vous aider à soutenir et à initier un dialogue et que je ne suis porteur d'aucune vérité. 3 objectifs spécifiques président à l'intervention. Je souhaite ici échanger avec vous un regard pragmatique et critique aussi sur la notion d'entreprise, prendre ensuite un peu de hauteur en reliant culture d'entreprise, valeurs sociales, motivation du personnel et probablement un peu émotion, ça c'est le grand écart, hein, un peu de sociologie, un peu de sciences politiques, un peu de psychologie, et puis partager avec vous quelques lectures stimulantes. Du point de vue de l'agenda, mon propos sera articulé en quatre étapes. Nous explorerons tout d'abord le concept de culture en convoquant les pairs disciplinaires, quelques anthropologues, et puis en partageant quelques modèles heuristiques. Deuxièmement, nous parlerons de vous, hôpital, de votre culture, de votre puissance, mais aussi de votre vulnérabilité. Et dans un troisième temps, j'inscrirai l'hôpital dans son contexte sociologique et je montrerai que culturellement, l'hôpital doit aujourd'hui, je dirais presque de façon impérative, respecter 6 nouveaux principes d'action. Et puis, nous rassemblerons quelques idées clés sous la forme d'une synthèse qui lancera le débat. Alors, si vous êtes d'accord, nous pouvons aborder la première partie en invitant quelques figures savantes de référence. Je pense qu'il est bien, lorsque l'on évoque le thème de la culture d'entreprise, de se souvenir que, du point de vue disciplinaire, ce sont les anthropologues qui, en premier lieu, réfléchissent scientifiquement sur le concept de culture. J'ai invité ce soir le grand Claude Lévi-Strauss, qui était professeur au Collège de France, qui symbolise ici l'anthropologie exotique au sens où, dans les années 50, l'autre, c'était le lointain. Les terrains de Lévi-Strauss le montrent. C'était le Brésil, c'était l'Inde, c'était le Moyen-Orient. Chez Lévi-Strauss préside l'idée que pour comprendre l'autre, il convient de saisir l'organisation sociale dans laquelle il s'inscrit et puis des éléments de communication et de langage, notamment, il a fait notamment un travail sur les mythes. Et si nous devions faire une anthropologie hospitalière aujourd'hui, peut-être que nous pourrions nous inspirer de Claude Lévi-Strauss, de son approche structuraliste, pour comprendre dans le fond comment l'hôpital est structuré et organisé et pourquoi, et puis pour comprendre ses modalités de communication. Deuxième figure, totémique, Pierre Bourdieu, qui lui est anthropologue et sociologue. Et pourquoi je l'ai invité ce soir? Parce que lui, il a commencé à s'intéresser, non pas aux tribus lointaines, mais à des institutions proches et familières. L'école, la famille, l'État. Puis il commença à s'intéresser à la personne, notamment à la formation du goût et du jugement, pas sous l'angle psychologique, mais sous l'angle sociologique. C'est ainsi qu'il a montré scientifiquement que les clés de compréhension des individus résident avant tout dans leur capital économique, leur capital social, culturel, symbolique, notamment leur réseau et leur diplôme. C'est ainsi qu'il a réussi à montrer très concrètement et statistiquement des correspondances entre des variables étonnantes, c'est-à-dire votre position dans l'espace social déterminé par vos diplômes, votre salaire et votre réseau, et la marque de votre whisky préféré ou de votre sport préféré. Dernière figure invitée, Vincent de Goljac, qui lui commença à s'intéresser au monde de l'entreprise, notamment avec un livre très critique écrit avec sa consoeur Nicole Aubert, qui a dénoncé dès les années 90 toutes les méthodes de management moderne d'inspiration américaine. Sous sa plume, les Chief Happiness Officers en prennent pour leur grade, la théorie sur les hauts potentiels aussi. Quant à l'immixtion des coachs, des PNListes, des mentalistes, des graphologues, des tests de personnalité, de toute la bullshitterie managériale classique, il se montre évidemment très critique. Poursuivons notre réflexion et définissons maintenant la culture en nous adossant à ses pères fondateurs. Pour faire simple, nous pourrions dire, et j'ose une définition maison, que la culture
en nous inspirant des trois figures anthropologiques évoquées, c'est la somme des idées, des valeurs, des pratiques, on pourrait rajouter aussi des croyances, communément partagées, ça c'est le mot le plus important, communément partagées, par une cohorte d'individus qui sont reliés, soit sur un territoire, soit par un projet commun. C'est une définition assez simple finalement de la culture, mais elle est opératoire. Cette définition a évidemment quelques conséquences. Peter Drucker, qui est un penseur des organisations américaines, n'hésite pas à dire que la culture mange la stratégie au petit déjeuner, ce qui signifie qu'il lui accorde une prééminence très forte, car pour lui, la culture est en fait la matrice qui définit l'ordre social tacite d'une organisation. Je cite, « Elle façonne les attitudes et les comportements de manière variée et durable. Les normes culturelles définissent ce qui est encouragé, déconseillé, accepté ou rejeté au sein d'un groupe. Quand elles s'accordent avec les valeurs, les motivations et les besoins personnels, la culture peut libérer des quantités considérables d'énergie afin de stimuler la capacité de l'organisation à prospérer. » On pourrait donc dire, en paraphrasant, en faisant un peu nôtre cette définition savante, que la culture d'entreprise, c'est la somme des valeurs qui sont vécues souvent de façon implicite, là où s'arrête le règlement, dit votre directeur. C'est aussi, probablement, la culture est aussi liée, émane en partie de l'histoire de l'institution. La culture s'exprime également dans le type d'interaction sociale que nous pouvons tisser dans l'hôpital, à la fois dans les éléments de communication, à la fois dans la relation à l'autorité, à la fois dans la relation au référentiel des normes, des directives, des procédures, des habitudes, des comportements, bref, également en lien avec la gouvernance. Et nous pourrions assez facilement imaginer, dessiner un tableau de bord de la culture de l'entreprise, avec des indices à la fois qualitatifs et quantitatifs. Par exemple, l'indice du bien-être des collaborateurs, relativement facile à objectiver, ou alors l'indice de la motivation et de la satisfaction des collaborateurs, ou encore l'indice de l'expérience employée à l'hôpital de Réna. C'est d'ailleurs un peu ce que nous faisons lorsque nous conduisons des audits. Nous avons audité récemment le Ballet Béjart à Lausanne. On a examiné la qualité de la gouvernance, la robustesse de l'organisation, des processus, et puis le respect aussi du droit et de l'intégrité psychique des danseurs. C'est ce que nous avons aussi fait dans un dernier audit où nous avons audité le commandement d'un centre de secours, un grand centre de secours incendie, en nous concentrant davantage ici sur le thème de la gouvernance, comment ce centre de secours est dirigé. C'est donc un focus sur la chefferie. Mais nous avons également procédé à un type d'audit culturel de cette nature au sein d'une grande institution dédiée à l'enseignement spécialisé. Toutes ces institutions sont toutes très différentes, évidemment. L'autorité, la culture s'expriment sur des modalités très spécifiques, mais elles rencontrent toutes des mêmes problématiques, des problématiques d'organisation, des problématiques de gouvernance, des problématiques de communication, des problématiques de motivation. Nous avons donc défini, en rendant hommage au père de la discipline, la culture, et on constate assez rapidement, M. Meucli l'a dit, alors qu'on s'est peu concerné et concerté sur ce thème, il a dit que, dans le fond, derrière le thème de la culture, il y avait le mot valeur qui apparaissait très rapidement dans les réflexions, et il convient maintenant d'approfondir cette notion-là. Mais voyez-vous, la notion de valeur, lorsqu'on l'examine avec attention, pose problème, parce qu'elle est aussi fragile et friable qu'un parmesan de 10 ans d'âge. Et pour y voir un peu plus clair, je vous présente le modèle de l'oignon que j'ai spécialement fabriqué pour vous. La modélisation des valeurs pourrait s'articuler ainsi. Cette représentation graphique est piégeuse, mais je vous en donnerai les limites tout à l'heure. On pourrait dire que pour saisir la complexité du mot valeur, il convient de distinguer tout d'abord les valeurs personnelles, les valeurs individuelles. On comprend plus ou moins ce que ça veut dire. Ensuite, il y a les valeurs portées par les métiers eux-mêmes. Lorsque vous discutez avec des chirurgiens, des pédiatres, des psychiatres, des infirmiers, vous voyez bien que la corporation des métiers porte en eux, à travers des chartes, un certain corpus de valeurs dans lesquelles ces métiers se retrouvent. Les entreprises elles-mêmes y vont également de la leur en dessinant, en draftant des modèles, des chartes, des valeurs qu'elles promeuvent sur leur frontispice.
Enfin, le tout est inscrit dans un corpus de valeurs sociales qui sont en réalité des normes politiques communes qui nous dépassent et qui nous transcendent. Ce modèle de l'oignon est un peu piégeux parce qu'il évite, enfin, il rend invisible le fait que toutes ces valeurs individuelles, les valeurs individuelles, des métiers, des entreprises du monde, en réalité résonnent ensemble, elles s'expriment ensemble. Vos valeurs individuelles sont parfois en désaccord avec les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise sont parfois en désaccord avec vous, avec les valeurs des métiers que vous portez. Les valeurs des métiers que vous portez sont parfois en désaccord avec les valeurs sociales du monde. Donc en réalité, une meilleure image serait de constater que toutes ces valeurs qui sont portées, qui sont exprimées par la culture et par vos comportements, fonctionnent davantage comme un chocolat chaud, où toutes ces valeurs sont dans le fond concaténées et puis sublimées dans un liquide où l'on a de la difficulté à savoir dans le fond, à lire les valeurs, la part des valeurs individuelles, la part des valeurs des métiers, la part des valeurs sociales, la part des valeurs de l'hôpital de Rénan. C'est ce que Pierre Bourdieu appelle probablement l'habitus. Pour les valeurs individuelles, on sait aujourd'hui assez bien comment elles adviennent. Par l'éducation parentale, par la formation et par la socialisation. C'est assez bien documenté. Ce qui signifie donc que les valeurs personnelles ne sont pas si personnelles que cela, puisqu'elles sont socialement transmises par des institutions, la famille, l'école ou l'entreprise. Et les ressources humaines mobilisent parfois des tests pour identifier les valeurs des collaborateurs ou des collaboratrices qu'ils recrutent pour avoir une discussion sur, finalement, les valeurs dont ils sont les porteurs. Quant aux valeurs des métiers, chaque corporation instituée rédige à un moment donné ou l'autre de sa maturité sa charte des valeurs, et ce depuis très longtemps. 5e siècle avant Jésus-Christ pour Hippocrate, mais déjà au Moyen-Âge, aux alentours de 800, entre 800 et 1200, bas Moyen-Âge au Moyen-Âge, les compagnons avaient également une charte stricte et exigeante qui précisait les droits et les devoirs des personnes qui étaient admises à faire partie de l'ordre. Enfin, sur les entreprises et les chartes des valeurs, on peut se poser la question pourquoi les entreprises à leur tour travaillent sur une charte de valeurs. Généralement, elles ont pour but de construire ce que Argyris nomme un contrat psychologique favorable qui relie l'entreprise aux collaborateurs. Je vous cite ici un contrat psychologique. Un contrat psychologique, c'est tout ce qui ne figure pas dans le contrat juridique, mais qui est au cœur de votre activité et de votre engagement. Voici ici le contrat psychologique de l'entreprise Apple. Voici ce que Apple vous offre et attend de vous. Vous apprendrez ici des choses que vous ne pourriez apprendre nulle part ailleurs. En retour, on s'attend à ce que vous soyez des mordus de votre travail, que vous adhériez à la vision de l'organisation. Nous ne sommes pas intéressés à ce que vous fassiez carrière ici, et le fait qu'il s'agisse d'une relation à durée déterminée constitue probablement une opportunité tant pour vous que pour nous. Vous voyez donc un contrat psychologique assez particulier qui fascine, puisque tous les jeunes hommes, tous les jeunes femmes informaticiennes rêvent de travailler dans cette organisation, et qui, dans le fond, décrit, modélise, calibre une relation entre le travailleur et l'organisation à travers une culture institutionnelle tacite. Dans nos observations dans le champ public et dans le champ privé, notamment en Suisse romande, on constate que le contrat psychologique a profondément muté ces 20 dernières années. Je distingue 5 caractéristiques principales. La première, c'est que la sécurité de l'emploi n'existe plus guère. Lorsqu'on discutait avec d'autres collaborateurs qui ont travaillé dans d'autres modèles, dans des modèles plus protecteurs, on voit que sur cet élément-là, ça a pas mal muté. La notion de carrière à long terme n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons une succession, en réalité, de mandats plus ou moins bien enchaînés et cohérents qui constituent la carrière. Aujourd'hui, l'individu doit s'occuper personnellement du développement de ses compétences, alors que jusqu'ici, les centres de formation des entreprises dans lesquelles nous travaillons étaient censés porter cette thématique-là. La gestion individuelle, 4e élément de la carrière, comportera davantage de risques et de défis, c'est-à-dire qu'il va falloir devenir l'architecte de sa propre carrière professionnelle. Dernier élément, performance et résultats seront des éléments mesurés et régulièrement évalués, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Ce qui signifie, ce qui fait réagir pour bon nombre de travailleurs qui, lorsqu'ils lisent Confucius, écrivant « Attends beaucoup de toi et peu des autres » dans une sentence très célèbre, beaucoup de travailleurs pensent au fond d'eux-mêmes « Quel con ce Fusus », regrettant un âge d'or passé. J'aborde maintenant, je souhaite maintenant montrer, à travers une étude scientifique, les incohérences paradoxales qui sont liées à la culture d'entreprise, qui peuvent générer une forme de souffrance auprès des collaborateurs. Je démarre par un exemple. Voici un bâtiment. Il s'agit d'un siège social du 3e groupe bancaire de Suisse. On ne peut pas dire le nom de la banque, mais sa première lettre commence par R et la deuxième par Raiffeisen. Ce bâtiment est porteur à l'expression d'une forme de culture, et l'expression d'une forme de culture organisationnelle. Qu'est-ce que vous percevez? À titre personnel, je vois la proue majestueuse d'un navire commercial. Je vois aussi une forme de prison. Je vois enfin un musée d'art moderne type Pays de l'Est dans les années 60. Quelles sont les valeurs de la Raiffeisen? Proximité, popularité, transparence, modernité. On voit donc bien qu'entre le geste architectural et les valeurs portées par la banque, il y a véritablement un grand canyon. C'est qu'il y a souvent un grand canyon qui sépare la vie concrète, vécue des collaborateurs et des valeurs déclarées par les organisations. Et à ce sujet, je cite une intéressante étude scientifique de Kreuzberg et Cheng, il faut toujours se méfier un peu des études scientifiques, je cite mes sources, qui ont travaillé sur la culture d'entreprise. Je vais vous la raconter. Pour faire simple, Kreuzberg et Cheng ont identifié 8 types de cultures d'entreprise différentes. Il y a des cultures, nous disent-ils, qui sont centrées, je vous donnerai des exemples plus tard, sur l'apprentissage, d'autres sur le plaisir, le fun, d'autres exclusivement centrées sur les résultats, sur l'excellence, d'autres sur l'autorité, d'autres sur l'ordre, sur la bienveillance, sur la finalité. Puis ces auteurs ont développé une vision graphique qui positionne ces 8 types de culture d'entreprise sur 2 axes. Le premier axe, c'est les types de relations humaines que nous avons dans l'organisation, très interdépendantes ou très dépendantes, très hiérarchiques. Et puis un axe lié à l'agilité institutionnelle, très très agile, très très conservateur. C'est ainsi que, si je vous donne un exemple, la culture de Tesla ici est perçue comme une entreprise flexible, agile, dans laquelle les collaborateurs sont assez indépendants et pour qui l'apprentissage puissant, permanent est le moteur principal. Ici, vous avez un autre exemple, un contre-exemple, la SEC. La SEC, c'est le gendarme boursier du marché financier américain. Eh bien, leur culture est perçue comment? Leur culture est perçue comme centrée sur le règlement, sur l'ordre, sur la discipline et sur la hiérarchie. Il serait évidemment intéressant de positionner l'hôpital sur cette matrice. Je pose l'hypothèse, c'est une hypothèse, que la machinerie hospitalière, je ne connais pas RENA, est plutôt hiérarchisée, fonctionne plutôt sur des critères d'ordre et de processus et n'est pas forcément reconnue pour l'une des institutions les plus agiles. Vous vous retrouveriez donc dans cette étude dans une organisation qui privilégie l'autorité, la sécurité, l'ordre et probablement la bienveillance. La question qui fait mal ici est donc la suivante. Comment être un cadre heureux, un manager exprimé, un leader épanoui lorsqu'on évolue dans une organisation qui, elle, rêve de hiérarchie, d'autorité, d'ordre, de directives et de procédures. C'est ce que je nomme le syndrome Bialetti. Car dans ce type d'organisation, selon mon expérience, pour déplacer la machine à café de place, il faut au moins être membre de la direction générale, sinon vous n'avez aucune chance. Alors même que les discours vous enjoignent à être de véritables entrepreneurs. Vous rêviez, vous souhaitiez réformer l'organisation, et voilà que déplacer la machine à café est hors de votre portée hiérarchique. Ces injonctions paradoxales peuvent vous rendre fou. J'aborde le dernier point sur cette première partie, qui est un point en réalité un peu de synthèse. Parmi beaucoup de littérature scientifique sur la culture d'entreprise, j'ai dressé une forme de synthèse et je distingue 2 types de culture d'entreprise spécifiques.
Il y a tout d'abord la culture baobab. C'est celle qui fait grandir les collaborateurs et les compétences, celle qui engage des chefs qui savent vous rendre intelligents, qui favorise la transparence, qui favorise la communication et qui dope votre employabilité. Vous travaillez 5, 6, 7 ans dans une culture baobab, votre portefeuille de compétences s'accroît, vous êtes davantage désirable, des chasseurs de tête vous téléphonent 2 fois par année, vous avez du succès, vous travaillez beaucoup, vous avez de la joie, vous êtes exprimé, vous n'êtes jamais fatigué, vos équipes vous enrôlent, vous êtes au bon endroit. Au contraire, il y a la culture bonsaï qui, elle, vous rapetisse et elle vous amène finalement à terme à livrer la moins bonne version de vous-même parce que la communication est absente, la transversalité aussi, les messages paradoxaux très présents, peu de formation continue chez les bonsaïs, pas de chef inspirant, peu de souffle, ni d'envergure, ni de perspective. Vous restez 5 ans dans une culture bonsaï, vous vous ratatinez, vous n'osez plus sortir sur le marché du travail car vous n'avez plus des jolies histoires à raconter, vous restez, vous devenez encore plus mauvais qu'auparavant. Vous êtes otage de l'organisation. Je souhaite maintenant parler de vous, chers amis, seconde partie de l'exposé qui traitera plus spécifiquement, je dirais, du destin hospitalier de façon subjective. Je démarre par un témoignage. Lorsque j'étais un jeune homme, il y a très très longtemps, je pensais qu'il y avait 2 types d'employeurs, de façon un peu naïve. Je pensais qu'il y avait les méchants et les gentils. Les méchants, c'était les GAFA, les banques, les assurances, l'armée, la police, les grandes fiduciaires, l'État funeur, les industries qui polluent. Et puis les gentils, c'était les syndicats, les églises, les hôpitaux, le social, l'humanitaire, les universités, les artistes, la culture. Les méchants, évidemment, faisaient souffrir les collaborateurs dans ma vision naïve des choses, et les gentils, quant à eux, participaient au développement des compétences des uns et des autres. Or, chers amis, nos observations empiriques montrent le contraire. Et là, je mobilise mon expérience de consultant. Car ce que nous voyons dans notre radar est très étrange. Ce sont les organisations, les institutions qui sont mues par les missions les plus belles, les plus nobles, les plus élevées socialement, les plus protectrices pour les collaborateurs et les collaboratrices, qui génèrent le plus de souffrance chez les collaborateurs. Quelques exemples. Le champ de la culture, des musées, le champ hospitalier, les syndicats qui sont aussi des employeurs et qui n'arrivent pas à appliquer à eux-mêmes ce qu'ils exigent des autres, les universités, les grandes écoles, des institutions spirituelles, toutes doctrines confondues. Nous avons travaillé pour l'Église protestante, pour l'Église catholique, des grandes bibliothèques, des ONG, bref. Alors, la question, c'est pourquoi ces institutions sont-elles davantage vulnérables que les autres? C'est assez difficile à dire. Je pose ici 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est l'ultra-complexité des organisations modernes. La deuxième hypothèse, c'est la gouvernance perfectible. Et puis la troisième hypothèse, c'est l'encouragement, le peu d'encouragement à l'endroit des collaborateurs pour faire différemment, pour faire bouger les lignes. Sur l'ultra-complexité, il faut reconnaître que le pilotage d'un hôpital ne doit pas être chose aisée et l'ultra-complexité de ces éléments saute aux yeux. Lorsque vous discutez avec une direction générale hospitalière, elle a parfois de la difficulté à vous dire que lorsqu'elle tire sur ce levier-là, elle a parfois de la difficulté à prévoir le mouvement de l'avion. Donc c'est assez complexe et on peut le comprendre. Sur la place de l'humain dans la machinerie, la place de l'humain dans la machinerie pose aussi question. Aujourd'hui, nous sommes capables de construire des organisations qui sont plus sophistiquées que des montres à complications, mais dont nous peinons parfois à lire l'heure. La question qui se pose lorsqu'on est un collaborateur dans ces organisations, c'est comment trouver ma place dans cet organigramme qui parfois peut devenir un organidrame. Quel est mon rôle? Est-ce que je peux influer cette machinerie? Est-ce que mon avis compte? Est-ce que mon supérieur me respecte? Qu'en est-il de la dynamique de l'équipe? Sur les processus, les directives, les workflows sont censés nous simplifier la vie, mais en réalité, ils finissent souvent par nous transformer en pouce-bouton. Et puis sur l'organisation du travail,
c'est-à-dire sur la façon dont la partition est mise en musique, eh bien, vous voyez ici ce pauvre RH sur cette slide qui est à la fois en matriciel rattaché au directeur Europe, mais en même temps rattaché fonctionnellement au VP RH du siège central. C'est un vrai moteur qui vous amène assez rapidement au burn-out. Deux auteurs nous éclairent aussi sur la vulnérabilité de ces institutions. Un auteur qu'on ne lit plus, théologien, philosophe, Ivan Illich, qui a une lecture assez intéressante, que je vais tenter de ressusciter rapidement ici, et puis Michel Foucault, un historien, qui a notamment travaillé non seulement sur les prisons, mais sur la santé et sur les hôpitaux. Ivan Illich nous dit qu'à un moment donné du développement institutionnel, l'institution finit par se retourner contre elle-même. Citons. À partir du moment où la société industrielle, par souci d'efficacité, institutionnalise un moyen afin d'atteindre un but, ce moyen tend à croître jusqu'à dépasser un seuil où il devient dysfonctionnel et nuit au but qu'il est censé servir. Ainsi, l'automobile finit par nuire au transport, l'école par nuire à l'éducation, la médecine par nuire à la santé. L'institution devient alors contre-productive, en plus d'aliéner l'être humain et la société dans son ensemble. Donc, lorsqu'on examine des institutions ultra complexes telles qu'on est capable de les dessiner aujourd'hui, on peut avoir une pensée spécifique pour notre ami Ivan Illich. Michel Foucault, lui, nous donne une autre perspective, une perspective historique. Il nous rappelle qu'on est entre deux siècles. On est presque entre deux mondes, on est presque entre deux millénaires. Et il nous rappelle que toutes les grandes institutions qui président à nos destinées aujourd'hui sont nées au XVIe siècle, se sont cristallisées dans leur forme définitive au XIXe et on peut évoluer. Et il cite les hôpitaux, les prisons, la religion, l'institution même de la famille. Aujourd'hui, il y a des juristes en France qui proposent de faire des contrats à durée déterminée pour les contrats de mariage. L'État social, les ambassades qui peinent aussi aujourd'hui, les bibliothèques traditionnelles, lorsque tout passe en numérique, elles doivent retrouver une place, une fonction, l'armée, la science, l'école. Toutes ces institutions aujourd'hui rentrent dans des crises, dans des turbulences. Et Michel Foucault nous dit, attention, ce sont des organisations du XIXe siècle qui n'ont pas encore complètement procédé à leur mutation. Et il conviendrait de les soutenir dans cette perspective. Donc vous voyez que si l'on prend beaucoup de hauteur et beaucoup d'altitude, ce que je vous avais promis en introduction, on voit qu'en étant dans le champ de la santé et du social, en étant une structure publique, en évoluant dans un champ particulièrement nouveau et complexe, les hôpitaux sont dans notre regard possiblement davantage en vulnérabilité que d'autres secteurs. J'aimerais maintenant aborder le troisième sujet, la troisième pièce de l'exposé, que j'appelle les principes d'action. Je vous ai présenté au démarrage le modèle de l'oignon, le modèle MEMI, les valeurs monde, entreprise, métier et individuel, mais je n'ai pas beaucoup développé ce thème des valeurs sociales, des valeurs politiques, des valeurs monde dans lequel l'hôpital s'inscrit de facto. Vous l'avez compris, comme moi, le monde a changé depuis ces 3 dernières années, ce qui a généré une foultitude de réactions diverses et variées. Vous avez les collapsonautes qui sont persuadés que le monde va s'effondrer et que le virus est à comprendre comme un signal d'alerte. Vous avez des tenants de la justice climatique qui font pression sur les gouvernements et les entreprises polluantes à grands coups de procès médiatiques et qui voient dans le virus le signe du dérèglement climatique. Vous avez les historiens un peu plus raisonnables qui démontrent, eux, que nous sommes à la fin d'un cycle, le cycle du pétrole, du gaz et du charbon, et que nous devons nous réinventer. Le virus créant ici une fenêtre d'opportunité idéale. Nous avons des économistes de gauche qui s'y mettent aussi. Certains dénoncent le grand casino mondial, souhaitant imposer à tous des investissements durables, des financements responsables, des business models transparents, etc. Nous avons des polémistes comme Dufour, qui pointent les manquements éthiques liés à notre économie capitaliste et qui portent un regard très critique sur le néolibéralisme. D'autres critiquent plus largement l'idéologie de la croissance et stimulent beaucoup de collaborateurs, beaucoup de collaboratrices, de travailleurs à imaginer changer de job pour changer de vie. C'est le thème un peu mythologique de la grande démission ou du quiet quitting.
Ce d'autant plus que David Graeber a bien montré que depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la tertiarisation de l'économie, notre économie a généré une foultitude de jobs très étranges, dont le sens se serait perdu, dont le sens se serait dissous. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des travailleurs ou des travailleuses qui passent une vie à faire des slides, une vie à renseigner des systèmes, une vie à faire des statistiques. Ces jobs sont devenus littéralement, selon David Graeber, des bullshit jobs, des jobs à la con. Bref, vous l'avez compris, il y a passablement de chercheurs, d'entrepreneurs, de jeunes adultes, de politiques aussi, qui rêvent à l'échelon mondial, et notamment aiguillés par le Covid-19, qui rêvent d'un autre monde. Ces chercheurs, ces rêveurs, ces mouvements citoyens, ces courants politiques ont fini par imposer ces 20 dernières années 6 nouvelles valeurs sociales très fortes, 6 nouveaux principes d'action, qui seront désormais la grammaire culturelle du XXIe siècle. Et nous les avons vus advenir. Je les synthétise ici. Tout d'abord, la transparence, qui a colonisé tous les champs de notre vie sociale, de la fiscalité, la mort du secret bancaire, à l'architecture, en passant par la psychothérapie. Deuxième valeur, la diversité, qui, jusqu'ici, c'était un dada de sociologues de gauche post-68 art. La diversité aujourd'hui est devenue la clé d'un business model respectable. Vous voyez ici dans cette illustration une entreprise Victoria's Secret qui était valorisée à 30 milliards en 2015, qui a fait faillite aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle portait dans sa communication l'archétype de la beauté, un archétype de la beauté dans lequel ses consommatrices ne se sont plus reconnues, ce qui a donné des mouvements de révolte, une désertion de cette entreprise et qui a donné naissance à d'autres concurrents qui promeuvent une normalité du corps différente, qui travaille sur le thème du genre de façon plus subtile et qui est davantage en lien, en phase avec le marché. Troisième valeur, l'intégrité et le respect. L'intégrité totale et le respect en majuscule, porté notamment par le mouvement MeToo et par la traque journalistique des affaires dites de harcèlement et de mobbing. Quatrième valeur, l'équité salariale et structurelle entre les hommes et les femmes à compétences égales. Ici, les métiers cessent gentiment d'être genrés. On commence à voir un homme sage-femme et une femme chauffeuse de camion. Les choses progressent. Cinquième valeur, les collaborateurs, les jeunes collaborateurs qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, la célèbre génération Y pour autant qu'elle existe, souhaitent ardemment évoluer dans des organisations plus agiles, plus ouvertes, davantage bienveillantes, plus modernes, moins pyramidales, moins militaires, et non plus à rentrer dans une classique pyramide militaro-industrielle rigide, dirigée par un vieux colonel. Il y a donc un désir puissant aujourd'hui, on le voit dans les entretiens de recrutement, d'intégrer des organisations plus ou moins plates, plus ou moins idéales, avec un management de qualité, une forme de symétrie relationnelle. Lalou parle d'holocratie, d'adocratie, d'entreprise libérée, etc. Sixième valeur et dernière valeur, la durabilité, le souci de la planète, symbolisé ici par le dialogue entre notre Nobel Dubochet et Greta Thunberg. Ces valeurs, que je répète ici, la transparence, la diversité, l'intégrité, l'équité, le partage du pouvoir dans les nouvelles formes d'organisation et la durabilité. Ces valeurs si simples et si banales n'existaient pas avec autant de force ni de prégnance il y a de cela 20 ans. Elles étaient même invisibles dans nos radars. Aujourd'hui, elles sont devenues des valeurs normatives et probablement qu'elles guideront nos actions avec un côté assertif, puissant. Et les entreprises qui ne répondront pas présentes sur le respect de cette nouvelle boussole sociale rencontreront probablement des difficultés grandissantes. Elles sont une forme de matrice culturelle que l'hôpital ici devrait respecter, ou en tout cas sur lesquelles l'hôpital est attendu. Vient l'heure de la synthèse en 3 points, chers amis, chers invités. Premier point, nous avons invité 4 anthropologues et j'ai défini avec eux la culture en partageant avec vous une définition concrète de la culture. Ensuite, j'ai présenté un modèle herméneutique, un modèle de l'oignon, le modèle MEMI, puis une étude scientifique qui m'a permis de montrer que la culture, parfois, pouvait générer une certaine forme de souffrance, car entre les valeurs déclarées et les valeurs vécues, il y a parfois le grand cagnol qui s'y installe.
Nous avons également mobilisé une étude scientifique qui est assez intéressante ici par sa simplicité, qui permet de positionner assez aisément la culture hospitalière dans une typologie de 8 États. Ce qui m'a permis de synthétiser le tout en vous présentant le modèle de la culture baobab et le modèle de la culture bonsaï, qui sont une forme de métaphore de la culture d'entreprise. Dans la seconde partie, chers amis, j'ai montré en quoi l'univers hospitalier était particulièrement vulnérable, parce que c'est une institution belle, noble et puissante, nécessaire à la vie de tous. Et enfin, dans la dernière section, j'ai insisté sur le contexte sociologique qui s'impose non seulement à l'hôpital, mais à nous tous, qui impose le respect de ces 6 nouveaux principes d'action. Ces éléments pourront évidemment être repris dans le dialogue qui suivra cette modeste introduction. Je vous remercie, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, en vos titres et fonctions, pour votre élégante et appréciée attention. Merci beaucoup. Merci pour le revolver. Ça me fait particulièrement plaisir que vous ayez parlé de Bourdieu, de Foucault et de Claude Lévi-Strauss, 3 personnes qui m'ont fait suer il y a 35 ans en arrière à l'Uni de Lausanne, et qu'ils viennent ici nous accompagner aujourd'hui dans cette institution me fait plaisir. Nous allons passer à la discussion, à la table ronde. Je pense que vous pouvez garder votre micro. Je vous invite à nous rejoindre. Seront avec nous aussi, on va féminiser cette table ronde, Julie Steppacher, je vous en prie. Julie Steppacher est médecin assistante chez nous en 6e année, à 2 mois du FMH. Bravo, enfin courage, bonne suite, venez seulement, je vous en prie. Également Madame Chai, qui est depuis plusieurs années infirmière chef de service de 2 services en même temps, à la fois bicantonal et biservice finalement. C'est les soins intensifs et la cardiologie. Je vous en prie. Et Sophia Demeyer, qui est membre de notre conseil d'établissement, mais avant et en dehors d'être membre de notre conseil d'établissement, Sophia Demeyer est une avocate d'affaires au début, très active dans l'international, et à un moment donné, elle a viré elle est serial entrepreneuse, on va dire. Elle a fondé Whitepod, qui est une espèce de structure d'accueil hospitalier de luxe mais durable. Et maintenant, c'est les jus opalines que vous pourrez d'ailleurs acheter dans nos kiosques, je vous en prie. L'idée était que nous ayons un bout de discussion entre nous pour faire résonner ou raisonner sur ce que nous avons entendu, mais l'idée est aussi que Monsieur Dubout de la technique puisse venir vers vous avec un micro si vous avez envie d'intervenir. On va lancer le débat. N'hésitez surtout pas à relancer des idées, des comptes et autre chose. Merci. Mon idée secrète, j'avoue, c'est que ce que nous disait M. Effliger de la situation de l'hôpital là en bas soit un petit peu corrigé en sortant. Mais c'est mon orgueil personnel. Qu'on ait une autre perception de l'hôpital, on va voir. Mais peut-être pour situer ça un petit peu à l'hôpital, il y a plusieurs éléments dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour les outils aussi, parce que la recherche dont vous avez parlé avec la systématisation, je trouve que ça serait extrêmement intéressant dans nos différentes équipes et services, pouvoir dire, mais vous nous voyez où et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger cette affaire-là. J'aimerais juste revenir un peu à nos valeurs chez nous, parce qu'on a essayé d'identifier les valeurs de l'institution, donc les valeurs que l'institution pense être un guide pendant un certain temps. Julie Steppacher, vous étiez dans le groupe qui a élaboré ça, si vous pouvez juste dire 2 mots, et en quoi finalement ces valeurs soutiennent une vision, on va dire, un peu moderne, voire révolutionnaire de notre action ici. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci. Ah, il y a un lien. Je crois que ça marche.
Bon, alors, merci de m'avoir invité déjà. Bonjour à tout le monde. Bon, résumé en 2 mots, ça va être difficile parce que ça a été des milliers de mots, cette décision pour les valeurs de l'hôpital. Donc, on était tout un groupe avec quelques-uns présents ici. Le but, c'était de déterminer 3 valeurs. Au final, on s'était accordé à en trouver 3 pour éviter d'en faire trop. Vous voulez que j'explique un petit peu le processus ou... Donc, au départ, donc, le groupe de personnes était très diversifié. Je crois que c'était une volonté de la direction et ça, c'était très intéressant. Donc, il y avait un peu tous les corps de métier, tous les âges, tous les sexes. Et puis, on s'est réunis pour trouver comment on allait définir ces valeurs avec une personne qui nous a guidés là-dedans. Au tout départ, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de nous rendre chacun un peu dans nos services respectifs et puis de prendre des photos de la vie, de ce qui se passait dans nos services, dans notre vie à nous, et puis aussi d'interroger nos proches pour savoir ce qu'eux pensaient de l'hôpital de Rhénat, un peu de manière brute comme ça. Et puis ensuite, on a tous ramené le fruit de notre travail. Donc, pour vous donner des exemples, il y avait la photo d'un cours de formation en chirurgie où les étudiants étaient réunis et puis observaient ce qui se passait sur un écran d'ordinateur. Et puis tous étaient très intéressés. Il y avait aussi un médecin assistant qui se penche tout près d'un patient malentendant puis qui lui touche un petit peu le bras pour lui montrer qu'il s'intéresse à ce qui se passe, qu'il s'intéresse à lui. Voilà, ça c'est 2 exemples comme ça. Et puis, une fois qu'on a ramené un petit peu toutes nos expériences, on a essayé de déterminer disons plusieurs valeurs et ensuite d'en choisir parmi toutes celles-là 3. Ça a été un grand débat, cette détermination des valeurs. Donc, finalement, ce qui ressortait de l'avis de tout le monde, c'était les 3 valeurs que j'imagine vous avez pu voir. Donc, l'innovation, l'authenticité, l'exemplarité. C'était ce qui sortait pour nous de plus important et puis qui couvrait un petit peu ce qu'on avait envie de montrer, je crois, en tout cas. Après, la dernière étape, c'était d'illustrer ces valeurs sous les différents axes. Donc, l'axe des collaborateurs, l'axe de la population et puis l'axe de l'hôpital, enfin des patients, quoi. Donc, on a fait une série de phrases qui illustraient ces valeurs. Et puis, je crois que voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre développement des valeurs. Oui, innovation, exemplarité, authenticité, il y a beaucoup d'émotions là derrière et on donne de soi-même finalement. Est-ce que, Madame Chaille, on est dans le bonsaï ou dans le baobab? Alors j'espère qu'on est quand même dans le baobab. Mais c'est vrai que voilà, c'est des défis au quotidien hein, de pouvoir toutes ces valeurs, les mettre en avant et puis aussi les redescendre au niveau des unités et faire en sorte que les collaborateurs se les approprient. C'est vrai que moi, je suis chef de 2 services, de 2 tailles très différentes, qui travaillent très différemment. Un service qui est avec des horaires très irréguliers, d'autres plutôt des horaires de semaine. Et c'est vrai que je vois le fonctionnement des 2 services est foncièrement différent. Donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver, mais après il faut décliner ça pour que les gens vraiment se les approprient. J'ai une question en lien avec vos 6 principes d'action et vous avez dit une grammaire culturelle. En fait, je les signe volontiers. Je me demande s'il n'y a pas aussi la confiance ou l'attente de confiance qui en fait partie. Donc, du coup, une attente que ceux qui ont le pouvoir seraient d'accord de le perdre un petit bout, de perdre le contrôle pour faire confiance. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que finalement, ces 6, ils sont drôlement proches du concept de Magnet Hospital. Magnet Hospital, c'était à la base, dans une crise de pénurie du personnel il y a quelques années, quelques décennies en arrière, au début aux États-Unis.
C'était une mesure de performance. Ils se sont dit comment est-ce qu'on peut être bon pour attirer les gens, pour fonctionner. Donc on est dans la bienveillance, dans la performance, ou autrement dit, est-ce qu'il y a une alternative, ou est-ce que c'est tout simplement vers ça qu'on va? Un point, c'est tout. Je ne sais pas qui veut. Moi, je voudrais peut-être juste rajouter, c'est vrai que les Magnet Hospital, c'est quelque chose qu'on connaît depuis pas mal d'années. Et puis là, moi, récemment, je me suis intéressée aux critères qui font que les gens restent aux soins critiques, parce qu'avec la pandémie, on a quand même eu cette grosse crainte qu'il y ait une fuite importante de personnel, ce qui s'est avéré vrai dans pas mal de services de soins intensifs en Suisse romande. Et c'est vrai que ces critères, ils reviennent un peu tout le temps les mêmes, en fait. Que ce soit du Magnet Hospitals ou des critères de rétention, c'est souvent le travail en équipe, les relations de travail, les relations avec la hiérarchie, les ratios infirmières-patients, etc. Donc, c'est intéressant de voir que malgré l'évolution, malgré les crises qu'on traverse, il y a des choses fondamentales sur lesquelles on doit continuer à travailler. Et que c'est pour ça que les gens restent, en fait. On fait tout pour. Pardon? On fait tout pour. On a peu parlé d'émotion tout à l'heure. Moi, je mets de l'émotion dans le terme exemplarité et authenticité parce que c'est des risques. Et quand on prend soi-même un risque, il y a une émotion aussi avec. Nous avons vécu malheureusement au début de cette semaine un immense moment d'émotion parce qu'un des nôtres est décédé. Donc nous étions ensemble tristes, très tristes, parce que c'était un ami pour certains, un collègue. Et après, je me suis dit, mais c'est étonnant de quelle manière ça peut ouvrir et rapprocher, et au-delà des fonctions et de tout ce qu'on veut. Est-ce que vous en parliez peu des émotions? Est-ce que c'est peut-être peu encore dans l'étude, ou est-ce que c'est trop soft de parler de rationalité émotionnelle? Merci de votre question. Tout le pitch de départ a visé à montrer que les individus au travail sont porteurs d'émotions et que dans le travail, on investit beaucoup plus que des compétences, mais on investit vraiment beaucoup d'intelligence émotionnelle, de désir, d'affectif. C'est vraiment très clair. Un travail est bien plus qu'un travail. Un travail vous met en travail intérieur. C'est-à-dire qu'il y a entre le travail et vous, il y a des corrélations émotionnelles, affectives très très fortes. Lorsque vous perdez votre travail, vous perdez plus qu'un salaire. Vous perdez des collègues, vous perdez un rêve, vous perdez une dynamique, vous perdez une structure de vie, vous perdez une image. Tout ça, c'est bien plus que du salaire. Hein. Donc la dimension émotionnelle, la dimension symbolique, elle est au cœur de l'activité. C'est très très clair. Les éléments d'intelligence. Alors le sociologue que je suis se méfie toujours un petit peu du mouvement qui viserait à voir les entreprises commencer à s'accaparer les émotions des individus. Parce que historiquement, il y a une frontière qui s'est culturellement construite entre la sphère privée et la sphère professionnelle, la sphère publique. Et puis que les émotions sont en quelque sorte le siège de l'intimité du collaborateur. Et lorsque l'entreprise s'intéresse un peu trop près aux émotions de ses collaborateurs, je suis toujours très méfiant. J'ai écrit d'ailleurs un papier à ce sujet. Et les RH marchent des fois un peu sur le fil rouge, hein, c'est-à-dire que c'est aussi leur travail que de parfois discuter de l'intimité des émotions des collaborateurs lorsque ces dernières ont un impact sur leur performance professionnelle. Mais l'entreprise n'a pas à gérer les émotions de ses collaborateurs. C'est-à-dire que les émotions de ses collaborateurs appartiennent, le self appartient aux collaborateurs en premier lieu. Vous voyez. Donc, il y a probablement un tango à initier, une forme de subtilité à dessiner, mais les entreprises ne sont pas le lieu du développement personnel, du bien-être, du paradis, et ce n'est pas le lieu où on rencontre le plus grand nombre de bisounours. C'est des lieux de conflit, c'est des lieux de tension, c'est des lieux dans lesquels parfois on peut se trouver en péril. Hein. Donc, lorsque l'entreprise travaille un peu trop, s'intéresse un peu trop à l'intimité du collaborateur, à titre personnel, je suis un peu plus réservé. Comment on fait ce tango? Est-ce que vous dansez ce tango, Madame Demeyer? Alors oui, le mot qui me vient en tête, c'est l'équilibre, en fait, par rapport à ce que vous dites. Je pense que derrière tout conflit, il y a toujours une émotion. Et si on arrive à
la décrire dans le dialogue, eh bien, on peut démanteler pas mal de conflits et rester proche de ses équipes. Donc je pense que l'intelligence émotionnelle, elle reste très très importante. Surtout quand on parle de culture et de valeurs, pour moi, et vous l'avez dit, c'est cultiver, c'est un travail de tous les jours. Et moi, j'aime toujours à dire que la culture ou les valeurs, elles se transmettent par des mots, mais elles se vivent dans les tripes. Et les tripes, c'est les valeurs, c'est les émotions, pardon. Et c'est ce qui nous permet, finalement, on a parlé du monde en mutation, et merci beaucoup pour cette fin de présentation avec l'évolution des valeurs, à laquelle j'adhère complètement. L'entreprise aujourd'hui, que ce soit un hôpital ou une entreprise de jus de fruits, elle a ce devoir de s'inscrire dans la transition sociale et écologique de notre monde. Elle va devoir être agile, elle va devoir être humaine pour pouvoir observer ce qui se passe et rester dans cette agilité et toujours repenser sa manière de faire et d'évoluer pour pouvoir répondre à ces énormes enjeux, notamment dans la durabilité, mais beaucoup dans la santé aussi, et je crois que ça a été dit. Donc un écosystème vivant, la culture d'entreprise, qui a tous ses avantages pour nous permettre de rester dans ce dialogue et d'avancer ensemble. J'aimerais peut-être juste finir par dire une chose qui pour moi est importante, parce qu'on parle souvent d'action. Il faut agir, il faut faire, il faut être même, qui est une forme d'action. J'aimerais ajouter à ça la notion de l'écoute et de l'observation. Parce que autant on est tous amenés à devenir leaders dans ce nouveau rôle de culture d'entreprise, s'approprier des valeurs, les interpréter, les incarner, et tout ça est très bien. Mais si on en oublie d'être à l'écoute de la personne qui travaille à nos côtés et de voir comment elle ou lui interprète ces valeurs, eh bien il nous manque une pièce du puzzle qui est quand même importante. Et c'est souvent l'erreur du manager qui pense devoir avoir une réponse à tout et qui perd dans l'action, n'est-ce pas, qui a une réponse avant d'avoir compris. Et peut-être ce que le collaborateur voulait dire, c'est qu'il avait un truc à dire et pas même pas de recevoir une réponse, mais juste une écoute. Mais j'aimerais revenir sur l'inéluctabilité, voilà, de ce que vous avez montré avec cette nouvelle grammaire. Le schéma de l'hôpital compliqué, où on voit depuis le haut tout ce qui fonctionne, dans les faits, c'est pas compliqué, c'est complexe. Donc personne ne peut, depuis un bureau où qu'il soit, maîtriser. C'est assez compris entre-temps, par tout le monde. Et j'ai l'impression que si on peut que être un peu humble, et si la médecin assistante veut déplacer une cafetière, ben, elle va le faire. Autrement dit, elle connaît mieux son job que quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce qu'on est encore dans cette illusion de maîtriser des processus depuis en haut jusqu'au bout? C'est pas un risque? À l'expert. En tout cas, le directeur ne ressemble pas à un général. Un vieux de général. Non, je pense qu'on n'est plus dans cette dynamique-là. Mais par contre, c'est vrai que des process, il y en a. Après, c'est vrai qu'on demande aux gens souvent de faire preuve. Enfin, moi, l'innovation, c'est vrai que si j'avais fait partie du groupe, j'aurais peut-être dit créativité. C'est vrai que je trouve que l'innovation, ça fait tout de suite très peur. On se dit, oh là là, on va nous demander de réinventer la roue, etc. Moi, j'aime bien le mot créativité parce que ça permet justement de rebondir quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aurait pensé ou comme on aurait voulu. Je pense par exemple des fois à des exemples tout simples comme quand il manque un collaborateur, on fait venir quelqu'un d'ailleurs qui ne connaît pas très bien le service. Puis la tendance, c'est de se dire, OK, il n'a qu'à remplacer, il n'a qu'à prendre en charge. Mais non, en fait, on le met en difficulté. Au risque même de compromettre la sécurité. Donc pourquoi pas travailler en binôme et puis se dire on lui fait faire ce qu'il sait faire pour plus de patients, mais on lui donne pas la responsabilité globale. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là que je trouve que c'est intéressant, quoi. Je retombe sur la confiance parce qu'elle est à la fois un risque, elle est incontournable. C'est finalement ce qui est attendu aussi. Si quelqu'un vous pose la question, tiens, je veux peut-être chercher du boulot, est-ce que je viens à chercher ou pas? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire? Et qu'est-ce qui est de ça est en lien finalement avec la culture? En tout cas,
moi, j'ai envie aux gens qui me demandent s'ils doivent venir à Rennes, j'ai envie de leur dire de venir parce qu'au final, on a du plaisir à travailler ici, il faut quand même le dire. Et puis, je pense que c'est un hôpital qui est neuf et qui se développe, donc il y a aussi moyen d'avoir un impact sur ce qui se passe et puis de pouvoir quand même faire évoluer les choses, malgré qu'on peut peut-être pas bouger la cafetière. Bon, je m'en fiche, je bois pas de café, mais on a quand même la possibilité de pouvoir mettre en place certaines choses et puis de s'impliquer. Ben voilà, moi je suis un jeune médecin et j'ai quand même pu participer à créer les valeurs de l'hôpital. Je trouve que c'est pas rien. Et puis voilà, je trouve que c'est un hôpital qui donne la voix, la possibilité de donner sa voix, de parler, de s'exprimer. Et ça, c'est pas partout comme ça. Donc, je trouve que oui, pour la culture de l'entreprise, il y a dans les principes que vous avez cités tout à l'heure, je trouve qu'il y en a pas mal qui sont mis en place. Ben, la diversité, ça c'est clair. Ben, juste pour le groupe valeur, c'est mon expérience personnelle à moi, mais juste pour ça, ça a été vraiment mis, je crois, au premier plan, déjà juste pour la création du groupe. Ben, toutes les autres valeurs, je trouve qu'il y a la transparence s'est mise en place. Enfin, en tout cas, on nous encourage tous les jours à travailler dans ce sens-là. Donc oui, l'intégrité, enfin, je pense vraiment qu'il y a des belles choses qui sont faites. Après, bien sûr, il y a toujours plein de choses à continuer de faire. Il y a plein de progrès qu'on peut faire encore, mais si je devais dire à quelqu'un de venir, je lui dirais de le faire parce qu'il y a moyen de faire progresser pas mal les choses encore. Vous, Madame Chaille, vous engagez souvent, ou idéalement pas trop souvent parce que les gens restent, mais la période était très difficile aux soins continus ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui fait venir et est-ce que c'est plus culturel ou plus objectif? Alors, c'est vrai que je pense que les locaux, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui fait envie, hein. Les gens, souvent, quand ils arrivent, ils viennent faire une matinée d'observation, ils disent « Oh là là, quelle chance, il y a de l'espace. » À ce propos, ça serait intéressant de voir avec Raiffeisen, est-ce que nos locaux font penser, à quoi ça fait penser? À des prisons, à des couloirs vides ou à des couloirs où on se dit bonjour? Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ça. Oui, je pense que ça dépend si on regarde l'intérieur ou l'extérieur. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, ils sont souvent impressionnés par ça. Et puis après, c'est souvent justement dans le relationnel, comment ils ont été accueillis, la matinée, comment elle s'est passée, comment ils voient que les gens interagissent. C'est vrai que les soins critiques, c'est un endroit où il y a beaucoup d'interactions entre les professionnels. Et puis voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'ils sont intéressés. Il y a quand même, heureusement, assez peu de gens qui, au terme de la matinée d'observation, disent « je renonce à postuler ». Donc voilà, en tout cas, la première image, elle est bonne. Et puis après, voilà, je pense que dans n'importe quelle structure, voilà, ils voient l'enveloppe, puis après, il y a l'intérieur, et comme vous le disiez très justement, je pense qu'il y a, comme dans n'importe quelle entreprise, il y a parfois des conflits, il y a parfois des valeurs qui divergent. Vous avez parlé de valeurs à différents niveaux. Nous, on a aussi les valeurs avec les patients, des fois, qui divergent. Donc, c'est des milieux quand même qui sont lourds à long terme, parce que voilà, il y a des gens qui veulent vivre au-delà de ce que peut-être nous, on pourrait trouver raisonnable, ou le contraire. Donc, ouais, il y a tous ces éléments-là aussi qui sont à prendre en compte. Et puis, en tout cas, dans les critères qui font que les gens partent, c'est vrai que le premier, ça reste quand même aussi la pénibilité des horaires. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on a un petit peu de la peine à agir, parce que malheureusement, on ne peut pas fermer à 5 heures le soir et le samedi, dimanche, quoi. Donc voilà, mais on essaye en tout cas de travailler sur un maximum de critères sur lesquels on peut avoir de l'impact pour que les gens se sentent le mieux possible et le plus longtemps possible. On est quand même en lien avec la pénurie du personnel qui est là et qui ne va pas s'amuser beaucoup ces prochains temps. On est condamné à réussir sur ces principes d'action, j'ai l'impression. Est-ce que dans l'industrie chez vous, c'est aussi ces 6 principes d'action qui font venir les gens ou qui les retiennent? Alors oui, plus ou moins. Je pense que globalement, la quête de sens, on en a parlé, le rêve, la réalisation de soi est très importante. Du moins, je le remarque, surtout dans les nouvelles générations, qui ne vont pas s'engager dans une entreprise juste pour un salaire. Ça, je crois que c'est révolu et terminé.
La notion salariale est importante, mais tout ce qui gravite autour est tout aussi important pour ces gens-là. Vous levez la main, c'est assez simple. Voilà, il y a Julie Legault là derrière, si vous pouvez aller avec le micro, et puis ensuite professeur Léverin. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est pour M. Effliger. Vous dites que voilà, dans les 20 dernières années, ça a beaucoup changé par rapport un petit peu au cadre, aux valeurs, etc. Donc, il y a quand même une transformation, une évolution. 20 dernières années, ça peut être aussi court dans une vie d'une institution. Du coup, ça peut être assez déstabilisant quand les habitudes sont autres, quand les gens ils ont été formés autrement, quand ils ont été habitués peut-être à fonctionner ou à manager autrement. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'injonction paradoxale entre 3 super valeurs qui sont mises en avant et tout un historique ou toutes des habitudes? Et du coup, après tous vos coups de revolver, quelles seraient les pistes en fait pour accompagner un tel changement? Merci beaucoup, madame. C'est vrai qu'après la photographie, il faut penser au film. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié les valeurs, ce qui est un travail important, surtout, ce n'est pas tellement le résultat du travail qui est important, c'est surtout le chemin d'accouchement de ces valeurs qui est important de le faire. Et là, j'ai entendu que vous étiez dans la co-construction, et c'est vraiment ça qui est utile, parce que c'est là où on se frotte les cornes, comme on dit en Valais, c'est là où on échange, c'est là où on fait advenir, où on voit les différences, c'est là où on co-construit ensemble, où on arbitre. Donc, dans ce travail de co-élaboration, il y a beaucoup de substances. En réalité, c'est là qu'on fabrique la culture. C'est là où on fabrique l'adhésion sur les valeurs communes. Parce que innovation, exemplarité, authenticité, ça c'est typique, 3 idées que vous pouvez avoir sous la douche le lundi matin à 7 heures en arrivant à l'hôpital. Vous dites, je fais une slide, on bascule et on affiche ça dans tout l'hôpital. Vous aurez abouti au même résultat, mais en réalité, absolument pas. Parce que ce qui est très utile dans cette démarche, c'est le chemin qui amène à accoucher de ces 3 valeurs. Alors, évidemment que ce chemin ne s'arrête pas à l'identification des valeurs. La grande question maintenant, c'est comment faire pour que ces valeurs ne deviennent pas un cadre décoratif qu'on va suspendre dans les corridors de l'hôpital et qui, dans 3 ans, seront un peu jaunis par le soleil. Et du coup, la question devient comment incarner ces éléments, comment en faire des vrais principes d'action. Et du coup, ça passe par, à nouveau, des dialogues. Alors, moi, je dirais que ça passe à la fois par des conversations, des formations, mais aussi on doit ancrer ça dans les systèmes. Par exemple, si vous décidez que ces 3 valeurs sont cruciales pour vous, elles doivent apparaître dans le discours de Noël de fin d'année du directeur général, dans les entretiens de recadrage, dans les entretiens annuels, dans la communication interne, sur votre site internet, dans les publications du rapport annuel, dans les entretiens d'évaluation annuelle de performance. Partout où on doit créer du lien, de la cohérence, si on déclare que ces valeurs-là sont cardinales, alors elles doivent être au rendez-vous. Donc c'est un travail un peu laborieux. C'est pour ça que ces chartes finissent souvent comme éléments décoratifs à la cafétéria. Parce que pour les habiter, c'est un peu comme un feu qu'on allume. En réalité, il faut de temps en temps mettre une bûchette. Parce qu'autrement, le feu s'éteint. Donc c'est un travail en réalité audacieux que vous initiez parce qu'il ne pourra jamais s'arrêter. La réflexion sur les valeurs, si on veut que les valeurs vivent, eh bien c'est une conversation permanente qu'il faut avoir. Alors, accessoirement, vous avez quand même 2-3 autres choses à faire, je pense. C'est ce qui veut dire que peut-être qu'institutionnellement, des groupes de travail spécifiques pourraient être dédiés à ça. Peut-être qu'il y a des fonctions hospitalières qui se prêtent mieux que d'autres à porter un peu les choses. Je vois quand même que RH devrait jouer un rôle spécifique dans ces éléments-là, la communication, la formation, etc. Et c'est qu'en mettant en musique cette partition-là, que dans 5 ans, on pourra se rencontrer, on pourra dire voici ce que nous avons fait de ces valeurs, voici en quoi elles ont éclairé nos pratiques, voici comment nous les incarnons, voici la preuve que ce n'est pas une slide, mais que c'est des valeurs vécues. Quand on pourra dire ça, on pourra dire que ces valeurs font partie de la culture de l'entreprise. Merci. Vous vouliez intervenir, docteur? Oui, enfin, je voulais juste. J'ai pas vraiment dit ça tout à l'heure, mais il y a eu quand même toute une partie dans la réflexion du groupe Valeurs sur comment faire vivre les valeurs. On a tous proposé plusieurs choses. Enfin, il y a quand même eu un petit début de réflexion par rapport à ça. Et puis, je vois dans l'hôpital quand même qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Enfin,
le grand gâteau à la cafétéria, moi, ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Mais sinon, en tout cas, on a proposé plusieurs choses, comment on appelle, des goodies ou de taguer un mur, de faire vivre par tous les télés qui sont dans l'hôpital. Donc je pense qu'il y a tellement d'idées qui sont sorties qu'il y a de quoi nourrir les prochaines années pour faire vivre ces valeurs. On avait vu lors d'une discussion plus large que c'est pour beaucoup une attente au RH et par rapport aux outils RH pour les entretiens de collaboration, etc. Au nom de quoi je m'engage et qu'est-ce que je fais pour ça, ouais. Professeur Lévrin. Voilà, merci beaucoup pour ce cours magistral. C'est très bien, on a parlé des entreprises en général, des collaborateurs et du fonctionnement d'une entreprise. Moi, je dirais quand même que l'hôpital n'est pas une entreprise comme une autre. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a une étoile à suivre, c'est le patient. On n'a jamais parlé, on n'a jamais fait de distinguo dans le discours qu'il y a le patient. Et le patient, quelque part, c'est notre raison de vivre. Et quelque part, il doit nous inspirer pour nos valeurs. Et si on dit qu'il faut répéter comme un mantra les valeurs, etc., mais ces valeurs, elles sont automatiquement dans le métier. Moi, j'ai pas mal étudié Hippocrate. Si vous prenez le serment d'Hippocrate, eh ben, il y a toutes les valeurs qui sont rattachées au patient. C'est pour ça que je dirais que l'hôpital n'est pas... Tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je pense que les derniers slides où vous avez montré les valeurs actuelles à suivre, j'ai aucune discussion là-dessus. Mais on a un guide, nous, c'est nos patients. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est pas une entreprise comme l'autre. C'est même une institution de souffrance en partie, on lit avec ça. Merci beaucoup, professeur, pour cet ajout. Effectivement, vous avez raison de dire que l'hôpital n'est pas une institution comme une autre, c'est très clair et c'est complètement admis. Et vous dites qu'en réalité, c'est le patient qui va, puisque l'institution est organisée à son service, c'est le patient qui va vous aider à déclarer, dans le fond, le chemin, les valeurs et la culture. Et la question que j'aurais peut-être à vous poser, c'est dans la réflexion sur les valeurs que vous avez conduites, est-ce que vous avez intégré les patients? Je pense qu'on a plus qu'intégré les patients, c'était le centre de la discussion. Pourquoi on a choisi ces valeurs? C'est justement parce que c'est, comme vous dites, c'est le patient qui a été au centre de toute notre réflexion. Après, on avait quand même ces 3 axes que j'ai déclinés tout à l'heure, donc le patient était un de ces 3 axes, mais je pense que pour la majorité du groupe, on s'est axé sur pourquoi c'est important pour nous ces valeurs. C'est parce qu'on veut être exemplaire, surtout auprès des patients, montrer qu'on est authentique surtout envers les patients, et puis qu'on innove pour le bien de nos patients. Et puis après, aussi pour la population, les collaborateurs, tout ça, ça doit marcher dans les 3 axes. Mais le patient, ça reste notre priorité absolue, en tout cas personnellement. J'aimerais aussi juste ajouter qu'on a pris contact avec des patients potentiels ou passés de l'hôpital dans ce travail des valeurs. Donc, il a été partie prenante. C'est très, très important. Où est-ce qu'on met le patient dans cette affaire? Parce que vous parliez avant, et Julie Legault parlait de la tension d'évolution de l'institution. Parce que tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de tension qui peut amener une institution au bord de la rupture si le chemin est tellement rapide. 20 ans, c'est très peu. Et du côté du patient, il y a aussi une évolution et une tension. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met au centre, là au milieu, et puis tout le monde le regarde en haut comme s'il s'agissait du diagramme? Est-ce qu'on le met en partenaire? Est-ce que c'est vraiment le patient qui est au centre de nos réflexions ou l'organisation des soins pour le pouvoir prester? Et est-ce qu'on se laisse déranger
par le patient comme patient partenaire et expert, tout ça est aussi une immense question qui met aussi sous tension finalement la posture à l'intérieur de l'hôpital et qui est très liée finalement aussi à ces codes ou à cette grammaire culturelle. En tout cas, moi j'ai l'impression que la question elle se pose de moins en moins, c'est-à-dire que le patient, enfin je pense que c'est assez admis que maintenant le patient ça doit être un acteur à part entière, autant bien que le médecin, que l'infirmier, que tous les autres personnes qui gravitent autour de lui. Il a la même place et la même importance et le même pouvoir de décision. Puis c'est un échange entre tous les partis. En tout cas, j'ai l'impression que la vision des choses, elle s'est maintenant assez bien établie dans ce sens-là. De mon point de vue, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Parce que c'est un sacré challenge ce que dit Julie Steppacher, là, je trouve. Mais s'il n'y a pas de main qui se lève à ce stade, j'ai une autre question. C'est la question de la reconnaissance. Il y a 20 ans, j'aurais pas dit la même chose parce que la question me crispait. Quand la question venait à la reconnaissance et cadre que j'étais, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment le tonneau sans fond. On peut tellement mettre là-dedans, ça finit jamais, donc autant pas trop. J'avais un président une fois qui m'a dit, mais tu sais, on a tous besoin de reconnaissance. Et j'en suis fondamentalement convaincu. Et il est énorme. Et particulièrement dans un environnement où on donne autant de soi-même. On ne peut pas non plus passer sa journée à reconnaître, mais finalement, peut-être c'est peu de choses. Bonjour, merci, comment ça va? Mais en lien avec cette reconnaissance, je voulais parler du plaisir. Vous en avez parlé. Est-ce que le plaisir, en fin de compte, parce qu'il y a cette tendance du Chief Happiness Officer, n'est-ce pas? Chez Google, on peut descendre, on veut jouer aux fléchettes ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est le bonheur? Et je prétends moi-même que le bonheur est une chose relativement privée, voire intime, et qu'il ne faut pas en tant que tel le chercher au travail, parce qu'il y a beaucoup de contraintes au travail. Mais en même temps, je revendique le plaisir. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Et finalement, au nom de quoi il vient? Le plaisir pour le plaisir, ou le plaisir pour la performance de l'hôpital, ou pour les finances? Pourquoi? Est-ce qu'on ne se fait pas avoir si on commence à parler de son plaisir là-dedans? Sophia? Mais je pense que c'est exactement ça, j'allais dire, c'est l'intention derrière la reconnaissance ou le plaisir. Moi, de ce que j'ai pu observer dans le monde dans lequel j'ai gravité, la notion de la performance qui a été évoquée aussi tout à l'heure a permis à certaines entreprises de mettre dans le seau des valeurs tout ce qu'il fallait pour augmenter la performance d'une entreprise. Mais, je m'excuse du terme, en se foutant pas mal du bien-être et de la notion de l'humain dans l'entreprise. Je le sais pour l'avoir vécu à Londres quand j'étais avocate en droit international et qu'on travaillait 24 heures sur 24. Et donc la notion de performance poussée à l'extrême a fait qu'on a qualifié, vous citiez Google, appelle toutes ces entreprises de la Californie où parce qu'il y avait un baby-foot, alors tout le monde était heureux, mais en fait on travaillait quand même pour la quête de la profitabilité d'une entreprise qui finalement, je m'excuse de le dire comme ça, mais a un business model qui est peu engageant pour la notion de la durabilité. Voilà, ça c'est dit. Donc pour moi, ce qui est très important dans une culture d'entreprise, et si elle est vraiment authentique, puisqu'on parle du mot authentique dans nos valeurs, et là je parle de mes tripes, parce que oui, les valeurs, ça se vit par les tripes. Pour moi, si elle est réellement authentique, mon paramètre de performance personnelle, c'est de pouvoir observer une évolution où les valeurs n'œuvrent plus au service d'une quête de profitabilité à outrance, de processus à outrance, de chiffres à outrance, qui en oublient même le bien-être de ses collaborateurs et de ses patients. On s'expose et on prend des risques pour une partie très cérébrale d'une analyse, mais peu humaine finalement, et qu'elle puisse transiter pour que tout ce qui est cérébral, donc les chiffres, la stratégie qui est certes très très importante, mais peuvent à leur tour œuvrer au service des valeurs d'une entreprise. Et c'est très très différent. C'est très très différent dans les prises de décision collectives et individuelles. Cette notion de l'iceberg qui se renverse, c'est de dire, mais finalement, c'est quoi? C'est quoi? C'est les valeurs qui œuvrent au service d'une performance ou c'est la performance qui va œuvrer au service de valeurs? Et moi, personnellement,
Le plaisir, c'est oui si c'est dans le deuxième système, c'est non si c'est dans le premier. Je préfère pas avoir de baby-foot. Et rentrer plutôt à la maison. Le baby-foot, en fait, Philippe Dur, il est là? Ah oui, ouais, parce que j'ai dit que je voulais qu'on ait un baby-foot. Mais pour des raisons de sécurité, feu, on l'a pas encore. Mais le baby-foot, c'était pas simplement pour jouer à Google, mais pour pouvoir se détendre un moment et se rencontrer. On est quand même sorti de 2 ans de non-rencontre. Je ne sais pas si on se rend encore compte. On mangeait en quinconce, il n'y avait personne, c'est le masque derrière. C'est comme s'il fallait reconquérir ça maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, Monsieur Vlieger, pour cultiver ça? Et peut-être un peu plus largement, si on veut poser, faire évoluer notre culture, on commence par une enquête d'engagement ou par... Merci beaucoup. J'aimerais revenir un pas en arrière sur cette notion de plaisir au travail. Elle est intéressante parce que on pourrait se dire qu'elle est à la fois très subjective, c'est-à-dire que et les uns et les autres ont des ressorts de plaisir qui sont un peu différents. Mais on peut aussi se dire que possiblement qu'on pourrait s'accorder sur les choses qui ne nous font pas du tout plaisir au travail. Là, je pense qu'on aura un consensus un peu plus grand. Et puis qu'on pourrait assez facilement identifier des universaux. Parmi les éléments qui me semblent procurer du plaisir au travail, il y a ce que Sophia vient d'évoquer, c'est tout le thème du sens. C'est-à-dire que ce que je participe à quelque chose qui est plus grand que moi, oui, ce plus grand que moi, qu'est-ce que c'est? Et quelle valeur porte-t-il, porte-t-elle cette institution? Donc le sens au travail, c'est quelque chose qui se conquiert, c'est quelque chose qui se discute, c'est pas forcément à donner, et c'est quelque chose qui doit s'installer. Je pense qu'il y a des hôpitaux dans lesquels il y a beaucoup de sens au travail et il y en a de ceux dans lesquels il n'y a pas beaucoup de sens au travail. Et probablement qu'on le sent assez vite. Donc ça, c'est un premier thème. Moi, je crois beaucoup aussi à l'importance de la chefferie. C'est-à-dire que les hôpitaux sont quand même des univers assez hiérarchisés. Les responsables, les managers, les chefs ont un rôle d'encadrant très important. On sait que le chef, c'est une des premières raisons qui pousse les gens à partir. Donc la qualité de la chefferie, la qualité de l'écoute, vous le disiez, la qualité du feedback qu'on peut donner, ça c'est le deuxième élément, le sens du travail, le feedback du chef. Et puis, je pense que le troisième point, c'est les perspectives que cette position m'ouvre. Les êtres humains, surtout si on est dans des cultures baobab, souhaitent grandir, souhaitent se développer. Grandir pour aller où? Si l'organisation vous contingente à rester dans votre position sans pouvoir bouger d'un iota, même si le contexte est très positif, probablement qu'à un moment donné ou l'autre, vous allez commencer à scruter un établissement voisin. Donc, donner des perspectives, ça c'est tout le thème de la mobilité interne, c'est quelque chose qui est très important. Plus on forme, plus on est une entreprise vivante, plus on est une entreprise centrée sur les valeurs, plus le sens est présent, plus c'est délicat de retenir les bons collaborateurs, parce qu'étonnamment, ils sont très heureux, mais en même temps, ils sont très employables. Donc, ils risquent d'avoir des perspectives qui s'offrent à eux. Donc, il y a là aussi tout un travail à faire pour se rapprocher d'eux et pour être sûr qu'ils soient bien embarqués avec vous dans les prochaines aventures. Et ça, c'est probablement à la fois le rôle des ressources humaines, mais pas que. C'est le rôle de la chefferie aussi, de proximité, bien sûr. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur la notion de plaisir. On a une chance extraordinaire dans notre métier, en tout cas pour les soignants, de soigner des patients et d'avoir de la reconnaissance des patients et du plaisir à le faire. Toute ma carrière, les plus grands plaisirs que j'ai eus, c'est les merci des patients. Donc, il faut se rappeler qu'on a de la chance de travailler dans un hôpital et d'avoir ce plaisir-là. Je vous rejoins, je rajouterais peut-être juste, c'est vrai que moi quand j'étais infirmière, je trouvais que justement, alors j'appréciais quand mon chef me disait bravo, merci, mais c'est vrai que quand j'avais une famille qui venait et puis qui me disait merci pour tout ce que vous avez fait, et c'était en plus souvent dans des cas de situation de fin de vie, donc voilà, ça faisait vraiment avancer, ça donnait du sens. Et comme responsable, c'est un peu la même chose.
Maintenant, quand je vois un collaborateur qui évolue, qui se forme, qui prend une place à responsabilité dans le service, etc., c'est une satisfaction. Donc c'est ça qui me nourrit. J'ai envie de dire que la reconnaissance, c'est un peu ce qui nous nourrit au quotidien, quoi. Dès qu'il y a des mains levées, on réagit. Vous parliez avant de la prudence qu'il faut avoir pour ne pas imposer du privé dans le monde public du travail, finalement. En même temps, certaines appartenances se cultivent un peu dans la zone entre deux. D'ailleurs, quand on travaille tellement qu'il y a souvent tout simplement plus le temps. Donc, si les motards font à un moment donné une sortie à moto, ils cultivent donc il y a un bout de culture d'entreprise. Il faut évidemment que ça soit pas obligé et spontané, et puis que ça reste à sa place. Il faut faire respect là autour, mais ça paraît drôlement important de l'avoir. Maintenant, on l'a pas tellement, on l'a peu institutionnalisé, voire on a peut-être peu d'argent pour ça. Nestlé, à un moment donné, les gens qui allaient, ils skiaient Nestlé, ils mangeaient Nestlé, ils jouaient aux cartes Nestlé, il y avait tout était organisé autour. Je pense que c'est un extrême et ça n'intéresse plus. Mais de pouvoir lâcher un peu de lest et oser un peu plus de privé. Ouais, ce qui serait intéressant, c'est de solliciter vos propres collaborateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de ça, hein, c'est-à-dire que fabriquer du lien pour créer des équipes qui sont fortes, c'est travailler sur le sens du collectif, c'est travailler sur le bien commun, c'est travailler sur la relation. Alors, dès qu'on a joint ce thème, il y a probablement plusieurs chemins pour embrancher cette thématique-là. Vous évoquez des activités sportives, accessoires culturels partagés par la maison, c'est un chemin. Il peut aussi y avoir la conduite de projets transversaux à l'interne de la maison, notamment celui auquel vous avez participé en travaillant sur les valeurs. Quand on fait ça, on est au service de l'institution, on fabrique du lien, on casse les silos, on travaille la transversalité, on fait beaucoup de choses. Probablement qu'il y a des rituels en cours d'année, dont celui-ci, mais d'autres, qui peuvent aussi fabriquer du lien. Donc il y a une palette assez large d'éléments qui sont à disposition de toutes les institutions, mais ce qui me semblerait intéressant, c'est là aussi de procéder finalement comme vous avez fait pour les valeurs. C'est-à-dire que ce serait intéressant de lancer un pilote, lancer un groupe de travail pour comprendre qu'est-ce qui ferait du sens aujourd'hui, parce que ça peut être aussi développer une application technologique, une forme de chat qui favorise les échanges internes, etc. On voit ça souvent. Bon, ça peut être à la fois des applications technologiques, à la fois des formations communes, à la fois des projets transversaux, à la fois des activités un peu sportives, à la fois des stratégies de mobilité interne. Quand on fait ça, on fabrique aussi du lien, de la cohérence, etc. Donc, on voit qu'il y a une multitude de politiques institutionnelles, ressources humaines, managériales, qui peuvent nourrir l'objectif que vous évoquez là. Ça parle. Et est-ce que l'exigence là-dedans, est-ce qu'on peut, dans une entreprise, avoir des exigences aussi? Je suis content de vous entendre, professeur, parce que j'ai le peu de cheveux qui me reste sur la tête se hérissent lorsque je vois tous ces livres sur le management bienveillant, enfin, cette espèce de soupe infâme. C'est-à-dire que le management bienveillant, oui, mais juste derrière, il faut accoler et exigeant. C'est-à-dire que le lieu professionnel, c'est le lieu du travail. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, à tout salaire, mérite travail. Hein. On est quand même là pour faire quelque chose. Donc, dans un cadre donné, la bienveillance, très clair, mais alors, on ne peut pas juste prendre la bienveillance, en faire un mantra, et puis oublier l'exigence. Pour moi, c'est vraiment les deux faces de la même pièce de monnaie. J'ai une remarque un peu complémentaire. Je pense que 99, je ne sais pas, j'ai pas de statistiques, % des gens se lèvent le matin en disant aujourd'hui je vais aller bosser puis je vais faire du bon boulot. Il y a peu de gens qui se lèvent pour dire aujourd'hui je vais glander, je vais mal bosser, etc. L'exigence que chacun se donne est élevée, l'exigence que notre contexte, notre environnement, l'hôpital pose à tout le monde est énorme. La latte est extrêmement élevée.
Donc, c'est vraiment pas bisounours ou simplement bienveillance parce que les gens veulent bien faire et dans le contact avec les patients et les collègues et de cette complexité ici, l'exigence est déjà là et énorme. Un patron d'industrie m'a dit une fois dans une formation, et ça m'a très surpris parce que ça venait d'un patron d'industrie, il a dit « Je ne pose jamais l'exigence avant le lien ». Et je pense que c'est très très juste. Mais le lien peut se faire très vite. Mais on ne peut pas aller vers quelqu'un pour dire « tu dois » sans avoir créé un lien qui donne sens. Et créer un lien, ça peut être très vite fait. Je peux m'imaginer que dans le travail de soins, c'est un peu la même chose avec le patient. Vous ne dites pas simplement « faites ceci ». Enfin, on passe par le lien parce que c'est humain. Donc, bienveillant. Mais ce n'est pas la bienveillance dans l'idée... ouais, si, c'est bienveillance dans le sens vouloir du bien. Mais l'exigence, évidemment, est là. Parce que ce que nous voulons faire ici, ensemble, c'est extrêmement exigeant. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, il y a quand même vous avez dit, c'est les deux faces d'une même pièce. Je veux dire, je vous rappelle le mot de Kennedy, hein, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire pour votre pays? Je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans une dialectique qui est une dialectique seulement du plaisir du collaborateur, etc. On a besoin de compétences et avant tout, un hôpital où il n'y a pas de compétences, d'exigences, eh ben, c'est pas un hôpital qui soigne bien. Je regrette. Donc, je veux dire, ça ne met pas du tout en cause tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Simplement, je veux dire, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. C'est que chacun doit avoir une exigence pour son travail. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas aussi ferme qu'on peut le dire. Les principes d'action ou la nouvelle grammaire culturelle, elle est exigeante en soi. Et il y a beaucoup d'attentes vers les autres, parce que ce n'est pas simplement l'institution qui doit être transparente ou symétrique dans le pouvoir, c'est chacun dedans. C'est une feuille de route. Cette boussole, ces valeurs, c'est une feuille de route. Il faut être réaliste, ça va prendre plusieurs années pour se les approprier, pour en faire quelque chose d'intelligent, pour en faire quelque chose d'utile pour l'institution. Il ne s'agit pas d'appliquer ces valeurs à la lettre de façon scolaire. Il s'agit de se les réapproprier, de les interpréter, de prendre un peu de recul, de les critiquer. Mais on voit que ces valeurs, c'est aussi des effets de mode, hein, mais on voit que ces valeurs, ce qui est assez puissant dans cette synthèse que j'ai partagée avec vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu des valeurs, entre guillemets, un peu normatives. Hein. C'est-à-dire que même si la durabilité, ça ne vous branche pas, vous aurez des auditeurs qui vont sonner à votre porte pour vous solliciter sur ces éléments-là. C'est-à-dire que vous aurez peut-être même des patients qui vont vous poser des questions là-dessus. Donc, on voit bien qu'on est embarqués tous dans un nouveau mouvement. Alors, voilà, il faut prendre les choses avec intelligence, avec pragmatisme. Puis, il faut pas perdre le sens de ces éléments-là. Hein. C'est très juste. La planification hospitalière, qui est extrêmement importante pour nous et qui nous pend au bout du nez là, pour le début de l'année prochaine, il y a une exigence d'une politique de durabilité. Ce qu'on met concrètement dedans, c'est encore à nous de voir, mais c'est très normatif. Ouais. Ouais. Peut-être, on parle de culture, et normalement quand on parle de culture dans le sens général, on parle aussi de sous-culture ou de niche ou d'autres choses. Peut-être important que c'est pas homogène et qu'il n'y a pas une attente d'homogénéité. Parce que si on vient avec une campagne contre le harcèlement sexuel ou ceci et cela, l'attente n'est pas que tout le monde pense oui, c'est exactement ce que je signe demain matin, mais qu'on soit en mouvement vers quelque chose. Et ça serait faux de penser que maintenant on parle culture d'entreprise, donc il faut dire oui, amen, associer cela. Ça doit nous transporter, faire avancer, mais ce n'est pas une exigence univoque. Mais je crois que ça a été dit et c'est ce qui me parle beaucoup. C'est vraiment une notion vivante qui va évoluer et on a parlé de diversité. Et je pense que la notion d'authenticité, si on pose la question à toutes les personnes dans la salle, on aura chacun une définition différente de ce qu'est l'authenticité. C'est dans ce respect mutuel que la valeur est vivante, à mon avis.
Oui, oui. Bonsoir, je suis un patient lambda. Et puis, à un certain moment, j'ai fait une infection urinaire et mon médecin de famille m'a dit, je vais vous envoyer chez un urologue qui opère pas tout de suite, mais qui discute un peu avant. Et j'ai eu cette chance-là parce qu'effectivement, je me suis retrouvé examen après examen à voir ma femme en pleurs parce qu'il y avait le cancer qui pipait comme ça là au-dessus de nous, jusqu'à biopsie et tout. Et puis finalement, une année après, j'ai rien. Enfin, tous les examens ont montré que je n'avais rien, juste une infection urinaire avec un taux de PSA momentanément élevé. Et ça, c'est vrai que ça ébranle terriblement une personne. Et vous avez dit que le patient était au centre, que l'école ne doit pas aller contre l'éducation et que l'hôpital ne doit pas aller contre la santé. Eh ben, là, j'ai été vraiment ébranlé dans ma santé et je suis content d'avoir eu affaire à un neurologue qui a causé, qui a parlé. Et merci pour ça. Pas perdre de vue. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Je ne travaille pas à la HRC. Je ne suis pas patient pour l'instant. Je remercie. Je suis un peu surpris en fait et j'aimerais peut-être ajouter quelques cailloux dans votre discussion de ce jour. Je suis très heureux de voir les 4 personnes. J'enlève, je ne compte pas M. Fliguer en tant que membre plus ou moins proche de la HRC, qui semble plein de bienveillance et de bonne volonté pour avancer. Ce que je constate quand même, alors je ne parle pas de la HRC, mais je parle plutôt des entreprises d'une manière générale, et principalement celles hospitalières. Ce que je constate, c'est qu'il y a des contingences financières qui sont très très fortes. Ce magnifique hôpital qui va être construit, la première chose qu'il a pris, c'est un audit politique. On parle de de restrictions au niveau des soignants pour des aspects financiers dans d'autres hôpitaux. On parle de bienveillance, de valeurs, etc., etc. Mais moi, ça me fait penser au processus qu'on met en place, qui effectivement garnissent les murs des différentes cafétérias qu'on peut rencontrer. La problématique de la chefferie, elle a été mise en évidence par M. Fliguer, qui ne serait peut-être pas là ou qui travaillerait beaucoup moins s'il y avait moins de problèmes dans les sociétés. Il y a beaucoup de choses qui font que, quelles que soient ces valeurs, quels que soient les besoins qu'on fait remonter des employés, et moi je l'ai connu à titre personnel, où il y avait des sondages qui étaient soutenus par la direction, mais qui n'ont jamais été suivis, où les anciens disaient c'est un sondage de plus, de toute façon ça va rien changer. Il y a toute cette notion en fait de la réalité du terrain entre ces différents services qui sont par définition différents, voilà, qui ont des contingences différentes. Pas tout le monde travaille auprès du patient. Et le collaborateur souffre aujourd'hui, il y a des pénuries. Si il y a des pénuries, c'est qu'il y a peut-être moins envie de venir ou de rester, et ça c'est une réalité. Donc, j'entends beaucoup de bienveillance, mais je l'ai constaté dans mes différentes vies qu'elles ne sont pas toujours là, et elles sont souvent bousculées par la compétitivité, par les changements, par l'informatisation des différents processus, d'où le contre-pied à la créativité, parce qu'il fut un temps où les médecins faisaient un petit peu chacun comme ils voulaient. Maintenant, ils doivent faire comme on leur demande de faire, en tout cas pour un certain point, parce qu'ils doivent utiliser les mêmes instruments que leurs voisins, pour éviter d'en acheter une dizaine de différents pour faire la même chose, etc. etc. Donc voilà, j'entends beaucoup de belles choses, mais je constate que c'est moins rose sur le terrain, quoi. Je vous remercie. Merci. C'est en lien avec ça ou Oui, je vous en prie. Le micro va venir. C'est très en lien avec la performance. Et au nom de quoi? On va peut-être y revenir aussi, mais je vous en prie. C'est pour un peu compléter ce qu'il disait.
comme je suis infirmière donc à l'HRC, et puis ben, on entend beaucoup de belles choses, mais sur le terrain, c'est pas forcément le cas. Et quand on m'a demandé si je voulais participer à ça, puis qu'on parlait de la culture du travail, ben, je pensais que ça allait plus parler aussi du burn-out, des choses qu'on rencontre sur le terrain par rapport la pénurie du personnel, le fait que maintenant, notre quota, on a plus de patients par infirmière. Et je me demandais, voilà, c'était juste pour compléter en fait ce qu'il disait et que, ouais, je suis un peu étonnée qu'on ne parle pas plus de problèmes, même si on veut apporter des solutions et puis innover, et puis parler des valeurs, c'est très intéressant, mais ouais, qu'il faut aussi parler des problèmes qu'il y a maintenant et puis essayer de Merci, il faut qu'on le fasse. Et l'idée de ce soir était de dire, mais de quelle manière nous le faisons? Et parler des problèmes et y amener des solutions. Mon idée, c'est pas de dire que la culture c'est bien, donc tout roule et sur le terrain c'est rose. Il y a des tensions dans l'ensemble de nos entreprises et en particulier dans le social et la santé qui sont énormes. Vous avez parlé ici des contraintes financières, c'est une énormité ce que nous faisons maintenant. La question est de quelle manière nous travaillons ensemble pour pouvoir faire face, pour dire jusque là ça va, là c'est compliqué, là ça va plus, et comment est-ce qu'on peut le vivre au mieux possible. Ce n'est pas parce qu'on parle de bienveillance qu'il n'y a pas des contraintes, ce n'est pas parce qu'on parle de bienveillance, pour reprendre ce terme que vous aimez moins, je crois, mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de bienveillance qu'il n'y a pas des limites qui sont posées, ou à un moment donné, des décisions difficiles parce qu'il faut passer à autre chose. La question là est plutôt de comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que dans l'ensemble, ça soit aussi attrayant, aussi satisfaisant et aussi productif que possible. Parce qu'on peut travailler dans une condition donnée de manière à se la rendre extrêmement compliquée, avec la boule au ventre dès le matin et avec aucun plaisir nulle part, ou bien on peut, avec un certain nombre de valeurs et d'engagements et d'accords culturels, mieux le vivre. Mais c'est sûr, ça n'enlève rien à ces contraintes-là. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut mieux vivre ces contraintes avec ce que nous faisons ici? Ici à l'hôpital ou à peu près n'importe où dans d'autres structures. On peut parler CFF ou école ou d'autres institutions. Je pense vraiment que c'est assez universel maintenant. Et je pense aussi que cette nouvelle grammaire est une attente universelle. Pour nous, la question de la pénurie qui était mentionnée, c'est extrêmement important. Est-ce que le personnel reste et pourquoi il reste et est-ce qu'il veut venir? Mieux nous faisons ça, mieux nous pouvons travailler avec les personnes. Parce qu'on est plus souvent confronté à des situations où c'est difficile d'engager que le contraire. Pour nous, actuellement, l'engagement se passe plutôt bien, en moyenne comme ça, mais ça ne nous dispense pas d'avoir un regard là-dessus. C'est un exemple. Mais ce n'est pas du tout mon propos, ni l'idée de l'ensemble de la réflexion sur la culture, de dire on parle culture parce que tout baigne. Au contraire. Je vous remercie d'avoir porté à notre connaissance, dans le fond, des observations que vous vivez sur le terrain. Et je pense que votre regard est important à intégrer. De notre côté, on constate, mais évidemment, on est un peu les garagistes des organisations. Hein, on nous appelle quand le moteur est en panne. Hein, donc, souvent, on voit que des entreprises qui ont des difficultés, mais c'est vrai que les organisations que l'on rencontre sont largement perfectibles. Et c'est le lot de toutes les organisations, c'est-à-dire l'organisation idéale qui ne rencontrerait pas de problème, dont la gouvernance est parfaite, qui respecterait toutes les valeurs, qui est bénéficiaire. Ça n'existe pas, hein. C'est-à-dire que c'est un mythe que l'on cherche à poursuivre les uns et les autres. Elles sont perfectibles sur 3 plans. La bonne personne à la bonne place, ce n'est pas toujours le cas. C'est tout le thème du recrutement. Je pense que le recrutement, c'est le processus le plus important de l'entreprise. Si on ne le règle pas bien en amont,
on paye les pots cassés en aval. Très, très compliqué, très long, très coûteux. Ça, c'est le premier. Et en Suisse romande, le processus du recrutement, il est vraiment à un stade assez moyenâgeux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment beaucoup mieux faire. Le deuxième plan, c'est l'organisation du travail. Comment le travail est orchestré, comment le travail est organisé. Ça, c'est un grand sujet qui doit être normalement traité à l'interne. C'est un sujet dont il faut habiter, c'est une question dont il faut habiter la question en permanence sans apporter de réponse définitive. Les choses bougent, il faut un chef qui cheffe, il faut des équipes qui répondent aux injonctions un peu paradoxales. C'est pas simple. Manager des équipes, c'est pas simple. Hein. Si c'était simple, ça se saurait. Ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième thème, c'est les risques psychosociaux. C'est-à-dire que, je l'ai dit en introduction, dans les entreprises, on s'engage par-delà les circonstances et on s'engage émotionnellement, affectivement, par-delà nos diplômes et nos titres, et on peut se mettre en péril, parfois, notamment lorsque la structure organisationnelle crée des étincelles avec sa propre structure de personnalité. Et là, mobbing, harcèlement, épuisement, etc. C'est trois sujets qui aujourd'hui concernent beaucoup d'entreprises, des startups aux multinationales, et ces trois chantiers qui seront jamais définitivement éteints. C'est-à-dire que c'est des chantiers qui doivent être monitorés, sous contrôle, et on doit travailler dans les organisations pour améliorer en permanence les choses. Ensuite, ce que vous dites, c'est vraiment important, c'est-à-dire que les organisations sont souvent elles-mêmes soumises à des contraintes qu'elles ne maîtrisent pas. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le triste privilège d'accompagner une faillite. On avait une charte de valeurs fabuleuse, on avait de la reconnaissance, on avait du feedback, oui, mais on n'avait plus de pognon et on a dû fermer. Donc, on a coupé les contrats à tout le monde. Donc, on était vraiment bien, sauf sur un critère, mais c'était le critère de la durabilité. Sur celui-là, on était très mauvais. Bon. Donc, la vie des institutions, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Elles sont parfois elles-mêmes confrontées à des disruptions. Ici, vous évoquez des disruptions budgétaires qui ont un impact sur la santé des équipes. C'est des choses qui doivent se thématiser, qui doivent se dire, qui doivent se contrôler, qui doivent se mitiger. Et puis, c'est notamment le rôle de l'institution, de la hiérarchie, de la chefferie, d'intégrer ces éléments sur leur tableau de bord. C'est très clair. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair en effet et je pense que c'est très juste, c'était presque le mot de la fin. J'ai demandé au RH qui était souvent cité, à Emmanuel Masson de nous faire une petite synthèse de la soirée, il nous a observé pendant ce temps. Juste avant ça et pendant qu'il se prépare, vous remercier avec un brin de culture viniviticole. Tenez. C'est évidemment Valdo-Valaisan, parce qu'on doit faire très attention dans un hôpital tel que le nôtre. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai le privilège de conclure ce moment de partage et d'échange qui a été très riche. Ça a donc commencé par l'exposé de Stéphane Effliguer, que je remercie ici beaucoup, ainsi que Vicario Consulting, qui nous a permis de bénéficier de ses compétences ce soir pour cette conférence que j'ai trouvée très riche, captivante, mais très exigeante intellectuellement. Hein. Donc, il a fallu suivre sur cette culture d'entreprise. Et je vais me lancer dans une comparaison de ces propos avec un peu un vaccin, puisqu'on a été tous soumis au vaccin Covid ou maintenant au vaccin de la grippe, puisque c'est la saison. Mais je prends un risque parce que devant moi, j'ai des médecins, des soignants qui savent mieux ce que c'est qu'un vaccin que moi. Mais enfin, il nous a inoculé quelques idées, quelques concepts, quelques réflexions. Et à nous de voir maintenant si avec ce qu'on va en faire, si on va faire une réaction, une complication, aller moins bien après un vaccin, ou si on va être immunisé et renforcer notre corps et donc aller mieux. J'espère que cette conférence vous aura renforcé dans votre envie de vous engager pour construire ensemble cette nouvelle culture HRC et ensemble de nous améliorer. Ensuite, vous avez assisté, c'est une grande première, à une table ronde, sans table et encore moins ronde, qui a repris quelques sujets. On a vu par exemple comment ont pu émerger les valeurs institutionnelles par un groupe de travail qui était moins hiérarchisé, avec plus de diversité, avec de la transparence,
et le travail qu'il reste à faire maintenant pour que ces valeurs ne soient pas qu'un objectif, mais bien un vécu par nos collaborateurs. Ensuite, on a parlé des émotions avec un devoir d'accepter, de prendre en compte les émotions des collaborateurs sans entrer, c'est pas toujours simple, dans leur sphère privée du moment qu'ils ne le souhaitent pas. On a aussi évoqué l'importance c'est d'aller au-delà des règles et des procédures et d'avoir donc des collaborateurs, et j'ai mis des mots comme responsables, en confiance, autonomes et prêts à se développer. Et enfin, on a quand même entendu qu'il fait bon travailler à l'HRC et que pour s'occuper des patients, malgré les contraintes économiques qu'il ne faut pas négliger et que l'on connaît. Grâce à tous ces inputs, mais aussi à vous tous et à vous toutes, nous allons en 2023 élaborer une politique des ressources humaines dans la foulée du plan d'action stratégique qui est maintenant sous toit, une politique RH que je souhaite ambitieuse en tant que directeur des ressources humaines, autour de nos 3 valeurs, authenticité, exemplarité et innovation. Car je rappellerai ici que notre hôpital ne vaut, et ça a été dit peut-être par le professeur Lévra, l'hôpital ne vaut que ce que ses collaborateurs et ses collaboratrices donnent tous les jours, et je dirais même toutes les nuits aussi, à nos patients et à notre établissement. Et donc, pour renforcer l'engagement de nos équipes, il est selon moi nécessaire de développer un cadre de travail motivant et une culture d'entreprise adaptée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour votre intérêt et nous pouvons continuer les discussions autour d'un apéro qui sera servi juste derrière vous. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de l'apéro, rentrez bien, bonne fête et bonne nouvelle année à vous toutes et tous. Au revoir.